Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Dans cet épisode, je rencontre Farah El Amrani. Elle a 26 ans. Elle est née et a grandi à Rouen, dans un quartier prioritaire de la ville. Aujourd'hui, elle est talent acquisition manager dans le groupe L'Oréal. Bonjour Farah El Amrani, alors entrons ensemble dans votre ascenseur social. Quand vous vous regardez dans le miroir aujourd'hui, qui voyez-vous ? Bonjour Anne-Cécile, je suis Farah El Amrani, j'ai 26 ans. Je travaille au sein du groupe L'Oréal depuis maintenant 4 ans et je suis franco-marocaine. Je suis mariée depuis 2 ans maintenant à un Italo-Camerounais que j'ai rencontré dans le cadre de mes études et ça va faire pratiquement 9 ans qu'on est ensemble. Quand vous démarrez dans la vie, c'est quoi votre rez-de-chaussée ? D'où partez-vous ? Je suis née à Rouen, en Seine-Maritime, et je suis directement partie vivre au Maroc avec mes parents. Je devais avoir 1 mois quand on est parti. J'ai grandi au Maroc pendant les 3-4 premières années de ma vie. Je suis rentrée en France pendant 2-3 ans et on est reparti au Maroc parce que ça a été assez compliqué pour mon père qui est marocain et qui a passé toute sa vie au Maroc versus ma mère qui est enfant d'immigrés. Et mon père est resté très, très attaché au Maroc, il ne se retrouvait pas forcément en France. Donc on est reparti vivre au Maroc pendant 3-4 ans avant de revenir définitivement en France tous ensemble. Et vous aviez quel âge, Farah ? Quand on est rentré en France, j'avais 12 ans. Donc à partir de 12 ans, vous avez vécu en France jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce que vous avez des souvenirs de votre enfance au Maroc ? J'ai des souvenirs extraordinaires de mon enfance au Maroc. J'étais étudiante, j'étais à l'école française. Donc j'ai côtoyé des personnes formidables. J'étais dans un pays que j'aime beaucoup. J'ai appris l'arabe. Je me suis rapprochée de mes racines. J'ai une excellente compréhension du monde marocain, de la façon dont on vit au Maroc. Et en prenant du recul, ça m'apporte énormément dans la construction de la femme que je suis. Vos parents faisaient quoi comme métier ? Donc mon père a une formation dans le ferroviaire au Maroc et quand il arrive en France, on lui a dit « mais monsieur, vos diplômes, ça vaut rien ». Donc mon père a enchaîné les petits jobs différents. Bon, il a fait différentes choses, il a travaillé dans la manutention, dans la sécurité, il multipliait les jobs, il travaillait des fois jour et nuit. Et ma mère avait une formation, elle était dans l'assistanat. Et quand on est rentré en France, elle a repris ses études pendant 2-3 ans parce qu'elle ne trouvait pas de travail. Et quand on rentre en France, moi, c'est mon rez-de-chaussée. Parce que je passe d'un milieu où je côtoyais des enfants assez aisés, en école française, exactement au Maroc. Donc des enfants d'expat, des enfants d'hommes politiques marocains, des enfants de businessmen au Maroc, à un collège en zone d'éducation prioritaire où je côtoie des
des jeunes qui vivent dans des quartiers en difficulté, avec des parents au chômage pour certains, où je sens que le niveau est moins élevé que celui que je connaissais au Maroc. Donc Farah, c'est pas votre rez-de-chaussée, c'est plutôt vous descendez au -1. Absolument. Quand vous arrivez en France à l'âge de 12 ans. Absolument, je descends au -1, je découvre un vocabulaire que je connaissais pas, j'entends parler des HLM, les professeurs nous disent bah, vous êtes dans une classe mais vous êtes 18 parce qu'on sait que c'est compliqué pour vous. Et là, je me rends compte de ce que c'est d'être immigré en France. Going down. J'habite dans un appartement avec mes parents. C'est pas un HLM. Mes parents, avant de partir au Maroc, avaient acheté une petite maison. Donc ils ont pu la revendre et on a pu prendre un appartement plutôt classique. C'est pas un appartement immense, mais ça fait complètement l'affaire. On a 2 chambres dans notre appartement. Ma petite sœur et moi, on a nos chambres. Donc on vit plutôt bien dans cet appartement en France. Mais vous êtes scolarisée dans une zone d'éducation prioritaire? Absolument. J'habite dans une zone d'éducation prioritaire et je suis scolarisée dans ce collège ZEP. Bienvenue dans l'ascenseur. Et alors comment ça se passe? Vous sentez comment, hormis le fait que vous avez un choc en arrivant avec vos camarades? Sur le plan scolaire, comment ça se passe? Sur le plan scolaire, c'est complètement différent de ce que j'ai connu au Maroc. Il y a des difficultés dans la classe, on va lentement. Les professeurs ont un discours différent. Ils nous disent écoutez, si vous avez le brevet, c'est déjà bien. En termes d'orientation, je ne suis pas du tout entourée par mes professeurs. Les professeurs ne se projettent pas dans tout ce qui est orientation future. Ils ne vous envoient pas du rêve du tout? Pas du tout. Pas du tout. Et les jeunes avec qui je suis n'ont pas une ambition démesurée. Donc, on se pousse pas forcément vers le haut, dans la classe dans laquelle je suis en tout cas. Et ma mère se sent alors responsable de tout ce qui va se passer pour la suite et elle prend un rôle clé dans tout ce qui est orientation. Elle va me pousser à étudier énormément. Elle va être extrêmement investie dans ma scolarité. Elle va y dédier son temps. À ce moment-là, elle ne travaillait pas. Et notre éducation, à ma petite sœur et moi, était sa priorité. Donc, elle nous pousse à aller au conservatoire tous les mercredis, elle nous emmène au solfège, elle nous emmène aux cours de violoncelle, elle nous emmène au sport. On fait énormément d'activités et on s'en plaint. On lui dit, mais tu sais, on est hyper fatigués. C'est une trop grande pression? Exactement. Les gens dans notre collège, ils font pas ça, pourquoi tu nous fais faire tout ça? Et elle nous dit, vous allez devoir faire 2 fois plus que les autres pour réussir. Ma mère est fille d'immigrés. Elle a connu la difficulté. Elle est la seule fille, elle a 6 frères. Et elle rêvait d'avoir cette vie. Celle que vous allez avoir. Exactement. Et qu'elle n'a pas pu avoir, parce que ses parents, son père était ouvrier et sa mère ne travaillait pas. Mes grands-parents sont illettrés. Et ma mère voit en nous une vengeance envers la vie qu'elle aurait aimé avoir. Alors du coup, pour vous, c'est une grosse pression. Vous trouvez ça difficile, cette pression à l'époque? Vous vous en plaignez auprès d'elle. Mais est-ce que, finalement, vous répondez à la pression? J'obéis à mes parents parce que je vois tous les sacrifices qu'ils font pour moi. Ma mère passait son temps à faire des allers-retours pour nous. Elle nous accompagnait dans les devoirs. Elle cherchait sur le Bon Coin des professeurs pour nous aider à faire des devoirs de maths. Elle essayait de nous aider du mieux qu'elle pouvait aussi. Et je me dis que le moteur de ma réussite sera la fierté de mes parents. Et je me sens extrêmement responsable. Je me dis, il faut absolument
que je réussisse pour les rendre fiers au vu de tout ce qu'ils sacrifient pour moi. Et les sacrifices seront encore plus grands, ont été plus grands au moment du lycée et au moment des études supérieures, où mes parents se sont sacrifiés énormément pour pouvoir nous offrir une éducation. Bienvenue dans l'ascenseur. Donc vous êtes très bon élève, vous réussissez bien, donc ça nous emmène jusqu'au lycée. Et est-ce que le lycée est moins, défavorisé? Le lycée est toujours un lycée d'éducation prioritaire. J'arrive au lycée, j'entre en seconde, je suis plutôt bonne élève et le choix de l'orientation se présente. À l'époque, on avait le choix entre filière scientifique, économique et sociale ou littéraire. J'avais envie de me diriger vers l'économie et mes parents m'ont dit « Non, tu vas faire un bac scientifique parce que c'est ce qui va te permettre de réussir dans ta vie. » Et je leur ai dit « Mais pourquoi ?» Ils m'ont dit « Mais les gens qui réussissent sont soit ingénieurs, soit médecins, Farah. Donc c'est ce que tu vas faire. » Parce qu'ils connaissaient que ça. Pour eux, c'était la clé de la réussite. Ça a été horrible. Je les ai écoutés. Ça a été très difficile pour moi. J'avais pas énormément d'attrait pour la physique-chimie ou les sciences et j'ai dû m'y mettre. Mes parents mobilisaient des jeunes qu'ils allaient chercher dans des écoles d'ingénieurs pour m'aider parce que à ce niveau-là, ma mère ne pouvait plus nous aider, ne pouvait plus m'aider, c'était trop compliqué pour elle. C'était un niveau supérieur de ce qu'elle avait fait. Donc je tiens la barre, etc. Et je perds un peu confiance. Je me dis, c'était déjà compliqué pour moi au lycée. Je ne vais jamais réussir à faire une école d'ingénieur comme mes parents le veulent. Et l'orientation, après le bac, ça a été très compliqué. Encore une fois, j'avais certains professeurs qui nous disaient « Mais concentrez-vous, le bac, il faut absolument que vous l'ayez » sans nous parler forcément de la suite. Et ma chance, la chance de ma vie, ça a été deux dames qui travaillaient au CDI de mon lycée. Et elles voyaient que je passais énormément de temps dans cette bibliothèque, dans ce CDI à lire. Et elles m'ont dit, mais Farah, tu sais, il y a un concours pour intégrer Sciences Po Paris. Ça pourrait être super pour toi. T'es absolument le profil qu'ils recherchent dans cette école. Et moi, je disais rien. Je savais absolument pas ce que c'était Sciences Po. Et elles me parlent de Sciences Po. Je leur dis, mais est-ce que c'est une école payante? Est-ce que c'est cher? Elles me disent, mais il y a différentes possibilités. Ne prends pas en compte le prix de l'école, mais concentre-toi plutôt sur les concours. J'en parle à mes parents. Mes parents me disent, Sciences Po, c'est l'école des présidents. Quel est le projet? Et ils m'ont fait douter. Et ils me posaient plein de questions auxquelles je ne savais même pas répondre. Ils me posaient énormément de questions sur l'école et je pouvais pas y répondre parce que moi-même, je ne connaissais pas. Donc j'ai un peu bluffé en leur disant « Mais vous savez, c'est super, c'est une super école, mieux que les écoles d'ingénieurs, etc. » Et je me mets dans ce concours à fond. Je vis que par ce concours. Mais alors, il n'y avait pas des filières, des passerelles entre votre lycée et Sciences Po? Si, il y avait une passerelle entre mon lycée et Sciences Po, qui s'appelle la Convention d'éducation prioritaire. Voilà. Et qui vise à former des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville au concours Sciences Po et à leur donner la chance d'intégrer cette école. C'est la filière que vous avez suivie? C'est la filière que j'ai suivie, tout à fait. Mais il y a quand même un concours. Et il y a quand même un concours. Il faut le dire, parce que souvent, il y a des rumeurs comme quoi, finalement, vous y rentrez direct, mais non. Ah non, absolument pas. Il y a un concours qui est extrêmement compliqué. Et ensuite, il y a un oral d'admissibilité, puis un oral d'admission. Donc c'est un parcours en 3 étapes qui est assez lourd, qui prend 1 année de préparation. Et honnêtement, c'était ma seule option. Alors là, c'est un peu le déclic qui vous permet d'accéder au premier étage, finalement. Exactement. C'est le déclic qui me permet d'accéder au premier étage et qui me fait dire pourquoi pas toi? Pourquoi tu serais pas légitime à faire une grande école? Et petit à petit, je me penche sur le sujet, je regarde des vidéos de personnes qui étaient dans cette école et j'essaye de chercher les personnes comme moi. Et c'est tout bête, hein, mais je cherche des filles maghrébines, des filles aux cheveux bouclés, pour me dire, ok, si elles l'ont fait, peut-être que moi, je peux le faire.
que vous avez travaillé pendant le collège et pendant le lycée pour gagner un peu d'argent? Pendant le collège et pendant le lycée, j'ai pas travaillé. Et après, à Sciences Po, j'ai travaillé dans la cafétéria de mon école. Je vendais des sandwichs. Donc, j'y arrivais le matin tôt avant les cours pour les préparer les salades de fruits, préparer la cafétéria. Et ensuite, j'allais en cours. Je demandais au professeur de sortir un petit peu avant les autres, donc 10-15 minutes. Et ensuite, je mettais ma blouse, ma Charlotte, pour vendre les sandwichs aux étudiants de ma classe, de mon école. Et est-ce qu'ils vous reconnaissaient? Ils me reconnaissaient. J'avais pas... Au début, c'était un peu compliqué. Je me disais, mais je vends des sandwichs aux gens de mon école, donc ça montre aussi que j'ai besoin d'argent pour vivre. Et ensuite, ça m'a rendue plutôt fière de pouvoir jongler entre l'école et le travail. Et je me suis dit que c'était une énorme force d'arriver à concilier les deux. C'était assez fatigant. Mes parents me disaient, mais tu sais, c'est pas grave, si t'es fatiguée, arrête, nous on t'aidera. Et mes parents ont toujours été dans le sacrifice. Mes parents voyageaient plus, ils ont fait des sacrifices énormes sur leurs finances pour moi. Je rentre directement à Sciences Po après le concours et j'intègre le campus de Reims. Je fais le programme Europe-Afrique de Sciences Po, où j'étudie les mêmes cours, les cours classiques de Sciences Po, donc économie, histoire, etc. Et j'ai des cours sur la colonisation, j'ai des cours sur l'histoire africaine avant la colonisation, des cours d'arabe. Et c'était crucial pour moi de comprendre mon continent et de comprendre ce qui s'était passé avant les colonisations et d'essayer de saisir pourquoi certains pays aujourd'hui ont un retard économique, une instabilité politique. Quand vous arrivez à Sciences Po, est-ce qu'il y a un choc social? Il y a un énorme choc social. Je me rends compte que j'ai pas forcément la même culture que les personnes qui m'entourent. Je sens un retard. Je suis en classe avec des enfants qui ont vécu dans une dizaine de pays différents, qui parlent extrêmement bien l'anglais, qui passaient leur week-end dans des musées. Certains n'avaient pas la télé chez eux. Par militantisme familial. Exactement, donc ils passaient leur temps à lire et je me suis sentie très en retard. Contrairement à mon retour du Maroc où je me sentais plutôt en avance, où quand j'étais dans mon collège d'éducation prioritaire, aller au conservatoire, c'était formidable, j'étais une des seules à y aller. Là, j'étais à milieu de ce que les autres vivaient. Going down. Honnêtement, je le vis mal, je doute de ma légitimité. Le fait d'être passé par un concours différent est interprété par certaines personnes de l'établissement comme un don, un cadeau, alors que selon moi, c'est quelque chose... Je l'ai vécu d'une manière extrêmement difficile. J'ai sacrifié toute mon année de terminale. Je travaillais énormément pour avoir ce concours. Et non, je le vis pas très bien. J'essaye de me rapprocher des personnes qui me ressemblent, des personnes qui ont aussi intégré l'école par ce programme-là. Je me rapproche des Marocains, des Africains, pour me dire... pour essayer de faire partie d'un groupe. Et petit à petit, j'essaye de rattraper mon retard. Donc je lis énormément, j'écoute énormément de podcasts pour me dire « Ah mais tu vas réussir à être comme eux ». Je pars une année à l'étranger et après cette année, je dois revenir à Paris pour mon master. Et je me trouve dans la même situation dans laquelle j'étais en terminale. Quel master choisir? C'est le master à Sciences Po qui définit l'orientation professionnelle. Arriver à Sciences Po, c'était déjà le top de l'ascenseur.
selon moi. Mais pour les autres, c'était que le commencement. Certaines personnes savaient déjà quel master elles allaient faire, intégrer Sciences Po dans l'objectif de faire l'ENA derrière. Moi, tout ça, je ne l'avais pas en tête. Et je me retrouve face au choix de master. Je suis assez perdue. J'appelle mes parents. Ma mère me dit... entre-temps, ma mère a intégré une entreprise en contrôle de gestion après avoir repris ses études. Et elle me dit, la finance, c'est vachement bien. Je vois mes directeurs, ce sont des directeurs financiers, c'est super bien, tu devrais faire ça. Donc je l'écoute, mais j'intègre ce master et je reviens à Paris. Et je me rends compte que c'était le mauvais choix. Bienvenue dans l'ascenseur. Je suis rue Saint-Guillaume et c'est une nouvelle claque. C'est une nouvelle claque parce que la vie à Paris est compliquée, extrêmement chère. La recherche d'appartements est très dure. Rue Saint-Guillaume, on est nombreux, rue Saint-Guillaume, et on n'a plus cet esprit familial de petites promos comme j'ai pu avoir dans le programme Europe-Afrique de Sciences Po. Et je me retrouve noyée dans une masse étudiante, un peu seule. Et là, je suis confrontée, dans mon master, à des personnes, encore une fois, très aisées, avec d'excellentes bases en finance, qui ont déjà pu faire des stages dans les entreprises de leurs parents, où moi, je n'avais pas grande expérience professionnelle, à part les petits jobs alimentaires que j'ai pu faire. Le logement, déjà, à Paris, comment ça se passe ? La recherche de logement à Paris est très compliquée. Je suis confrontée à du racisme. À l'époque, avec mon conjoint, on allait faire des visites d'appartements. Et quand on débarquait à deux, lui qui est noir de peau et moi qui est maghrébine, les propriétaires avaient tout de suite le visage qui se décomposait. Donc les premières visites, on les faisait tous les deux. Et ensuite, je lui demandais, je lui disais, écoute, est-ce que tu peux m'attendre au bout de la rue ? Parce que déjà que je suis maghrébine et que j'ai un nom de famille à consonance arabe, si en plus tu viens avec moi, c'est double peine. Donc il restait au bout de la rue, il m'attendait pour faire les visites. Pendant les visites, on me demandait des dossiers à rallonge, livrets de famille, pour que les propriétaires puissent s'assurer que je n'ai pas 6 ou 7 frères et sœurs et qu'on n'allait pas venir squatter leur logement. Mais ils savaient que vous étiez étudiante à Sciences Po quand même. Ils savaient que j'étais étudiante à Sciences Po et je le revendiquais fièrement en me disant mais c'est quand même quelque chose qui va m'aider à avoir un appartement. Et non, pas tant que ça, honnêtement. On me posait des questions extrêmement racistes, discriminantes. Par exemple en me disant, est-ce que votre mère est voilée ? Quel type de repas cuisinez-vous ? Parce que vous savez, les voisins n'aiment pas trop les odeurs fortes. Et c'est extrêmement douloureux parce qu'à ces personnes-là, on a envie de leur dire, mais pas du tout, je suis juste une étudiante, j'ai juste besoin d'un logement pour pouvoir poursuivre mes études. Et ma mère décide de venir à Paris et on tombe sur un agent immobilier qui s'appelle Monsieur Azoulay et qui me prend sous son aile et qui me trouve un appartement dans le 7e et qui dit à ma mère « Mais vous inquiétez pas, moi je m'en occupe de votre fille ». Un juif séfarade qui m'épaule dans ma recherche d'appartement et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir croisé son chemin. Il m'a simplifié la vie et j'ai pu trouver mon premier appartement dans le 7e, Tour-Maubourg. Et ça faisait 15 mètres carrés, mais ça faisait largement l'affaire. En fait, dans les faits, dans les personnes qui vous aident, il y a les 2 nanas du CDI. Exactement. Il y a Monsieur Azoulay pour le logement. Exactement. Est-ce qu'il y en a d'autres, des gens qui vous ont aidé dans votre ascension ? Quand je fais mon master en finance et stratégie, je prends vite conscience que c'est pas fait pour moi. Je décide de faire une pause dans mes études, une césure, et je cherche un stage.
je cherche un stage en management parce que pendant mon premier semestre à Sciences Po en finance, j'avais des cours de management et RH et je trouvais ça très intéressant. Je postule énormément à 300 ou 400 offres de stage et je me prends que des refus. Je vais passer un entretien dans une grande entreprise de luxe. Je passe le premier entretien, le second entretien avec une personne qui était très froide avec moi et qui me dit « Écoutez, vous n'êtes vraiment pas le profil qu'on recherche ». Et je lui dis mais pourquoi? Quelles sont les raisons? Elle me dit « Écoutez, c'est comme ça ». Elle ne me donne pas réellement de justification. Je comprends. Donc là, on est encore dans le racisme. Exactement. Je comprends, je pars. Et ensuite, je reçois un appel d'une dame qui s'appelle Lina et qui travaille dans une start-up néerlandaise et qui me dit « Écoutez, moi, j'ai reçu votre candidature, je suis OK pour vous prendre en stage ». Elle me prend en stage en RH et management dans cette start-up néerlandaise où je dois recruter des fleuristes et des vendeurs pour booster leur business de fleurs qui importaient des Pays-Bas. Et elle me challenge un peu en entretien. Elle me dit « Mais écoutez, est-ce que vous avez déjà recruté des fleuristes ?» Moi, j'ai dit « Mais non, pas du tout. Mais vous savez, je suis extrêmement motivée. Je connais telle fleur. » Et elle sent en moi une envie de réussir et elle me prend sous son aile. Elle me prend sous son aile, elle me forme pendant 6 mois et elle me dit « Honnêtement, Farah, réoriente-toi en master ressources humaines et management de Sciences Po. » Et j'intègre le master en management de Sciences Po Paris. J'y passe la première année, tout se déroule très bien. Puis je rencontre lors d'un forum un recruteur L'Oréal avec qui j'échange, ça se passe plutôt bien. Et il me dit « Écoute, tu devrais passer un entretien, on a des offres d'alternance et je suis persuadée que tu pourrais t'y plaire. » Donc vous rentrez chez L'Oréal comme alternante? Je rentre chez L'Oréal comme alternante en période de Covid. J'intègre l'équipe recrutement du groupe et je suis en charge du recrutement des profils marketing pour l'ensemble des divisions. C'est une alternance qui est compliquée parce que je me dis que je n'ai pas le droit à l'erreur. Je veux prouver que j'ai ma place. Je veux prouver constamment aux personnes qui me font confiance qu'ils ont eu raison. Je travaille tout le temps, constamment. J'arrive au bureau assez tôt. Personne ne me le demande. J'essaye de faire plus que ce qu'on me demande. Je pars tard. J'essaye de finaliser tout avant la deadline pour montrer que je vaux le coup. Que vous le valez bien. Exactement. Je finalise mes études et je me dis, il faut absolument que tu trouves un travail. Et je suis prise de panique. Et je me dis, il faut que je trouve un travail, il faut que je rentre faire mes parents. Avec le Covid, c'est compliqué, je ne peux pas rester au chômage. Quand j'ai dit à mes parents que j'allais faire des ressources humaines, ils n'étaient pas forcément très emballés. Et il fallait que je leur prouve que j'ai eu raison. Et je suis chassée par une entreprise à l'externe sur LinkedIn. Je réponds favorablement, je passe les processus et je suis recrutée. Et c'est marrant parce qu'il y a une DRH qui ne travaillait pas avec moi mais qui m'avait repérée dans le cadre d'un concours auquel j'avais participé quand j'étais alternante au sein du groupe. Elle est assez haut placée et un jour je reçois un appel sur mon téléphone et je lui réponds et elle me dit « Écoute, tu vas pas signer ailleurs ». Cette personne me persuade de rester, elle me dit « Tu refuses ». C'est pas grave, tu t'en fiches, c'est pour ton avenir. La personne qui compte, c'est toi. Et elle m'a dit, j'ai confiance en toi et en tes capacités pour rester au sein du groupe. Et c'est marrant parce que cette personne s'appelle aussi Azoulay, donc 2 Azoulay. Qui se connaissent pas l'un l'autre? Non, je ne pense pas. Donc ce sont 2 anges gardiens. Exactement, m'ont tendu la main. Pour vous ramener dans l'ascenseur. Exactement, pour me ramener dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur L'Oréal. Tout à fait, dans l'ascenseur L'Oréal.
Est-ce que vous avez un sentiment d'éloignement par rapport à vos parents? Donc avec mon cercle proche, donc mes parents, ça n'a pas changé grand-chose. Avec ma grand-mère, mes grands-parents, évidemment qu'il y a un monde. Mes grands-parents sont illettrés. Quand j'ai intégré Sciences Po, ma grand-mère était contente, elle a fait un repas, mais elle ne savait pas forcément ce que j'allais faire. Oui. Et elle n'arrivait pas à saisir. Et alors, du côté de votre vie personnelle, alors vous êtes mariée très jeune quand même, Farah? Racontez-moi. Je me suis mariée très jeune. Après, ça faisait assez longtemps qu'on était ensemble. C'est vrai, je me suis mariée assez jeune. C'était très important pour ma famille. Et culturellement parlant, c'était aussi important pour moi. Et on était sûrs de vouloir se marier. Et j'avais envie aussi de me marier pour accomplir des choses, pour qu'on achète un premier bien, pour aller un peu plus vite, quoi. Mais pour mon père, il était ça a été un petit choc culturel. C'est des cultures qui sont complètement différentes. Le Cameroun est complètement différent du Maroc. Mais mon père adore mon mari aujourd'hui, même si au début, il me disait ah bon, mais je pensais que tu allais rencontrer un Marocain, pourquoi pas un ingénieur, etc. Mon mari est ingénieur, mais il est camerounais. Et il est très bien accepté maintenant par vos parents? Il est très bien accepté par mes parents et par ma famille en général. Je l'ai emmené au Maroc plusieurs fois, 2-3 fois. Il adore le Maroc. Moi, j'ai été au Cameroun plusieurs fois et ça se passe très bien. Est-ce que durant votre parcours, vous avez connu d'autres épisodes d'ascenseur émotionnel que ceux qu'on a déjà évoqués? Syndrome de Limboen-Neve, syndrome de l'imposteur. Toujours le besoin de montrer que je vaux le coup, donc c'est aussi une charge. Et ensuite, la chose que j'ai vécue et à laquelle j'ai été confrontée, c'est le networking. En entreprise, on m'a toujours dit se faire un réseau, c'est hyper important, il faut quand même être visible. Et moi, j'ai grandi dans un environnement où mes parents m'ont toujours dit pour réussir, tu n'as besoin de personne. Parce qu'on n'avait pas de réseau. Et j'ai grandi avec ce motto tu n'as besoin de personne pour réussir, Farah, tu n'as besoin de personne, ton travail parlera pour toi, etc. Et c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai énormément de mal encore avec ce networking. J'ai toujours peur que ce soit opportuniste. Et j'ai ce biais de me dire mon travail parlera pour moi-même. J'apprends à le faire. Je suis entourée de managers aussi qui m'apprennent à le faire et qui me disent que c'est OK. Et j'essaie de construire des relations avec des partenaires avec qui j'ai l'habitude de travailler, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. Donc concrètement, Farah, comment on fait son réseau en entreprise? Se faire du réseau, c'est pas opportuniste. La principale chose qui permet de rencontrer des gens, c'est la curiosité. J'ai eu besoin d'aller échanger avec des gens différents, de différents services, de différents métiers, pour apprendre à mieux décrypter l'écosystème dans lequel je me trouve. Donc ça, c'est la première chose. Soyez curieux, parlez avec les gens. Toutes les personnes ont des histoires différentes et c'est très important de s'en inspirer pour réussir. La deuxième chose, c'est on ne peut pas réussir tout seul. On a toujours besoin de personnes qui ont plus d'expérience et qui peuvent nous tendre la main. Donc, ces gens-là ont envie de tendre la main. Donc, saisissez-la, tout simplement. Et la troisième des choses, c'est de maintenir des liens avec toutes les personnes qu'on a pu côtoyer. Moi, ces 2 dames du CDI, je leur parle souvent. Quand elles ont besoin d'aide pour venir parler à des jeunes, pour les booster, je réponds, je suis présente. Lina, qui m'a permis d'avoir mon premier stage, je suis constamment en relation avec elle. Elle a eu deux enfants. On continue à se parler. On se suit sur les réseaux sociaux. Donc, maintenez des liens avec ces personnes-là qui vous ont aidé, parce que plus tard, peut-être que c'est vous qui allez pouvoir les aider ou même aider leurs enfants. Et des fois, je rencontre des personnes qui me demandent et qui me disent « Tu sais, moi, ma fille souhaiterait intégrer Sciences Po ou L'Oréal, est-ce que tu peux la conseiller ?» Et c'est extrêmement jouissif de pouvoir rendre l'appareil. Bienvenue dans l'ascenseur.
Changer d'étage, est-ce que c'est forcément s'éloigner de son milieu d'origine? Changer d'étage, c'est découvrir qu'il y a un étage supérieur. C'est découvrir que l'ascenseur est immense. Et par exemple, quand j'ai intégré le groupe L'Oréal, quand j'étais diplômée de Sciences Po, pour mes parents, j'avais atteint le sommet de l'Everest. Mais en intégrant justement ces mondes-là, je me rends compte que je suis bien loin du sommet. Et c'est constamment se remettre en question et se dire qu'est-ce que je peux faire de plus pour être au sommet. Donc en fait, ça a boosté votre ambition quand même, réussir Sciences Po, rentrer chez L'Oréal. Exactement, ça booste mon ambition et je me dis, mais si tu l'as fait, tu peux accomplir d'autres choses. Et je suis constamment dans la quête du plus. J'ai acheté mon premier appartement il y a 1 an. J'ai monté une start-up qui s'appelle Freeped, qui vise à booster l'économie circulaire et à vendre des vêtements de seconde main, des accessoires. C'est le Vinted africain. On a lancé ça au Cameroun et en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone. Je suis constamment à la recherche du plus. Je me dis pourquoi pas faire un second master à HEC. Enfin, sky is the limit. L'ascenseur est tellement long et je me dis que je peux pas m'arrêter là. Alors du coup, le prochain étage, c'est quoi? Le prochain étage, c'est de continuer mon ascension chez L'Oréal, j'espère, de changer de poste, de continuer à m'éduquer, d'acquérir des compétences supplémentaires dans ma palette et de continuer à travailler sur mon entreprise personnelle. Donc quel conseil vous voudriez donner aux jeunes qui nous écoutent et qui voudraient prendre l'ascenseur social? Un conseil aux jeunes qui veulent monter dans l'ascenseur social, pas d'autocensure, vous valez le coup, comme les autres. Vous avez sans doute une culture, une histoire différente, mettez-la en avant, puisez vos forces dans votre différence, ne bafouez pas vos valeurs, adaptez-vous au monde de l'entreprise, adaptez-vous au code, au langage, mais gardez vos valeurs inhérentes et n'oubliez jamais que nous sommes des caméléons et que c'est ce qui nous permet de nous adapter à différents écosystèmes. Vous avez l'impression, Farah, que c'est plus dur aujourd'hui ou hier, l'ascenseur social en France? Honnêtement, c'est une question qui est pas facile. Je pense que je dirais que c'est un petit peu plus simple parce qu'on a quelques rôles modèles en tête, parce qu'on est, de mon côté, je suis la 3e génération d'immigrés, donc ma mère a déjà vécu la difficulté et m'a facilité la vie et l'ascension. Et après, il y a une montée des extrêmes en France, un discours de plus en plus hostile aussi à l'immigration, des difficultés économiques qui sont exprimées quelquefois sur les plateaux télé par l'immigration. Et évidemment que quand on est enfant d'immigrés, on doute de sa place en France quand on entend ces discours comme ça. Après, tout ce que je vois au quotidien, moi, me donne espoir. Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui est extrêmement inclusive, qui porte des valeurs clés, et ça me donne énormément d'espoir et de sens au quotidien. L'Oréal est très engagée sur tous les sujets de diversité, d'équité et d'inclusion, sur tous les axes, que ce soit le handicap, les origines, l'apparence physique, l'orientation sexuelle, l'égalité des genres. Et c'est pas du bullshit, si je peux me permettre. Ce sont des vraies actions qu'on mène au quotidien, qui sont totalement accessibles et transparentes en ligne. Toutes les informations sont présentes.
On fait énormément d'actions pour les jeunes, notamment via le programme L'Oréal for Youth qu'on a lancé. On propose, on donne des opportunités à des jeunes en troisième. On fait énormément de stages de troisième pour aussi leur ouvrir les portes de notre entreprise, leur montrer la diversité des métiers pour qu'ils puissent ensuite s'orienter du mieux possible. On est très présent aussi en école, en université. On passe énormément par des associations pour faire découvrir L'Oréal à des personnes qui n'y auraient pas forcément pensé. Et quelquefois, je me rends compte que le rôle de l'entreprise dépasse celui de l'État, est plus fort, parce qu'on a notamment la chance d'avoir plus de moyens. Et aujourd'hui, j'ai une chance considérable d'être payée pour aller chercher des personnes qui ont un potentiel pour intégrer notre entreprise, la développer. J'ai de la chance de pouvoir tendre la main. Je suis extrêmement indépendante dans mon travail. On me fait confiance et je peux tendre la main à des jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville pour leur permettre de faire un premier stage qui va changer leur vie. Avoir L'Oréal sur son CV aujourd'hui, c'est un facteur qui va booster leur employabilité, les convertir ensuite après leur stage ou leur alternance pour leur offrir un CDI. C'est quelque chose d'extrêmement précieux puisque j'ai la sensation de rendre en retour et de renvoyer l'ascenseur à des personnes qui n'auraient jamais pu penser le prendre. Bienvenue dans l'ascenseur. Que faudrait-il changer collectivement pour améliorer l'ascenseur social en France ? Je pense qu'il faut, dès le plus jeune âge, aller semer des graines dans la tête des jeunes, de leur dire que c'est possible. Il faut le faire bien avant le collège ou la terminale pour qu'ils puissent s'orienter en connaissance de cause. Il faudrait être dans une logique d'intégration plutôt que d'assimilation. Il faut intégrer des personnes différentes. Il faut arrêter d'aller chercher des copies conformes. On a besoin de personnes diversifiées. Et ensuite, en entreprise, il faut s'assurer il faut lutter contre les discriminations, s'assurer de donner des chances égales aux mêmes personnes, s'assurer qu'il n'y ait pas de plafond de verre et accompagner les collaborateurs dans leur montée vers des postes clés. L'école est quand même beaucoup remise en question aujourd'hui, comme étant assez inégalitaire selon les lieux où on habite. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire ? À l'école, je pense qu'il faut donner une place énorme à l'orientation. Je pense qu'il faut aussi les accompagner dans l'acquisition d'une culture. Il y a énormément de jeunes que j'ai pu rencontrer qui n'ont jamais mis les pieds au théâtre. On a la chance d'habiter dans un pays où tout est peu cher si ce n'est gratuit. Donc profiter aussi des infrastructures qu'on a dans notre beau pays pour éduquer les jeunes et leur permettre d'acquérir une culture. Merci Farah El Amrani pour ce voyage dans votre ascenseur. Merci Anne-Cécile. Bienvenue dans l'ascenseur. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Milim pour Actuali. Montage Elisa Azogui-Burlac, mixage et musique Kevin O'Leary. Ce podcast est soutenu par L'Oréal University Leadership and Culture, qui forme au leadership inclusif, innovant et responsable. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.